This is a first for us. The LDI has been doing a wonderful job for the last 4 years. But this is a first conference where we talk about the theme of leadership expanded and open to people from within and from outside the university. I'm very happy to introduce our keynote speaker for this morning, who is a truly international leader. He's practiced leadership in America, in Europe, and in Morocco. For those of us who lived most of their life in Morocco, Mr. Habib El-Arbi was the founding director of the second TV station, 2M. Mr. Habib El-Arbi has run for many years the car assembling factory in Morocco, Somaca, of which he was director for many years. When it was taken over by the French Renault, Mr. Habib El-Arbi has and continues to occupy the vice presidency of Renault Morocco. But Mr. Habib El-Arbi is also an academic. He's graduated from very prestigious schools in France, but he's also done leadership seminars and done continuing education at both Harvard and Stanford. But perhaps more importantly, he chairs the academic committee of the Board of Trustees for Al-Akhawain University. He's been involved in another aspect of our LDI that we consider extremely important is community leadership. And Mr. Habib El-Arbi is a very active member of the Social and Economic Council of Morocco. Truly international, he has, for some time now, been in the Honorary Consul of Japan in Morocco. So that gives you the dimension that Mr. Habib El-Arbi occupies socially, nationally, internationally. So I would like to thank him for accepting to come from Casablanca and be with us today, knowing that tomorrow he needs to be in Czechoslovakia, and the day after tomorrow he needs to be in Tokyo. So as you know, I'll take this opportunity to thank also Mr. Anderson for being here. He arrived early this morning and is leaving this evening from the States. So we're very happy and fortunate to have two keynote speakers that will share their experience of leadership. Before I give the floor to Mr. Habib El-Arbi, there was one quote about leadership that has stuck in my mind among several, but one of them is, great leadership is the ability to do extraordinary things with ordinary people. With no further ado, I would like us to welcome Mr. Habib El-Arbi to the podium, who has accepted to share some of his thoughts for about half an hour with us. Thank you, Mr. Habib. Bonjour, merci beaucoup Président Richard et merci pour l'invitation, merci à la coordinatrice qui a été très tenace et au niveau du programme et de l'ensemble, Mme Alice Robert. C'est un grand plaisir pour moi d'être ici. C'est un grand plaisir c'est un partage. C'est de partager la passion pour le leadership. Parce qu'en fin de compte, quand on regarde au niveau académique, je pense que nous pouvons nous apprendre, puisque le leadership, vous avez déjà étudié, vous avez lu, et quand on regarde les références sur le leadership, il y a aujourd'hui à peu près un peu plus de 400 000 références sur le leadership. Alors, il y a des là-dessus, et ça continue. Ça continue, là c'est toutes les réflexions qui se font sur le leadership. Le côté académique est tout à fait nécessaire, indispensable, mais là il faut le compléter au bout de la pratique. La pratique et le réalisme
du monde des affaires dans lequel vous vivez, du monde politique qui a besoin de leadership, du monde social qui également il arrive à évoluer avec des leaders sur l'environnement, l'économique. C'est le leadership aujourd'hui qu'on retrouve dans l'ensemble de nos occupations et dans nos observations de notre environnement le plus proche. Alors aujourd'hui, c'est beaucoup plus un partage que j'essaie d'avoir avec vous. Et j'ai pris trois leaders avec lesquels j'ai eu l'occasion de travailler. Il y a un qui s'appelle M. Jenny, qui était le président de ITT, International Telephone Telegraph Corporation, une entreprise de 400 000 personnes, 200 000 en Europe et 200 000 dans le reste du monde. Quelqu'un qui, quand on regarde, c'est au niveau de lui, il ne jurait que par les numbers, lui, ce sont les chiffres. Donc là, il faut voir le background, parce que chaque leader, pour bien le connaître, il faudrait connaître un peu son background. Il vient d'où, qu'est-ce qu'il est, comment il a grandi, quelle est son expérience. Lui, c'est un comptable, c'est un auditeur, un comptable. Donc pour lui, le leadership, c'est égal numbers, égal performance. Et c'était l'élément le plus important. Il a construit tout un empire autour de cette philosophie, tout en créant vraiment au niveau des ressources humaines, au niveau des ressources humaines, une peur, une inquiétude qui était absolument incroyable. Et j'ai eu l'occasion de voir dans le temps, il y avait 200 centres de profit, et de voir dans ces centres de profit, il y a des personnes qui présentaient des patrons de centres de profit de 5 000, qui dirigeaient 5 000, 6 000 personnes, et qui tombaient dans les pommes avec après des remarques de Monsieur Jenny. Ça, c'est un style de leadership. Je passe à un autre style de leadership avec quelqu'un que j'ai eu le plaisir avec lequel j'ai eu le plaisir de travailler, c'est M. Vital, qui aujourd'hui est le premier au niveau d'acier dans le monde. Et j'ai eu l'occasion de travailler avec lui quand il était juste commencé. Et on voit, mais quel style de leadership cet homme qu'il avait quand je l'ai connu, il n'avait absolument rien. Aujourd'hui, c'est un empire, l'empire Vital dans l'acier. C'est quoi? Qu'est-ce qui le différencie? Bon, lui, c'est simple, c'est une stratégie très claire, très simple. Voir, il a le plan du monde, de voir où se trouvent les usines métallurgiques, tout ce qui est au niveau métallurgique dans le monde, de prendre les entreprises qui ont des difficultés dans le monde, il n'y a pas un choix précis, et là de dire, écoute, ces entreprises qui ont des difficultés, moi avec une petite équipe, j'ai un excellent financier, j'ai un excellent technicien, enfin au niveau ingénieur, technicien, un excellent, quand je dis excellent, ça fait dans le top, c'est des personnes que j'ai connues, je pense qu'ils sont dans le top de leur profession, de leur connaissance, de leur intelligence et de leur façon de faire. Et puis de dire, écoute, là je fais mes montages financiers, et il a fait un choix, il avait le World Map, et il est allé, il a commencé à aller, il est tapé aux portes, personne ne le prenait au sérieux, parce que il venait, son père faisait de l'acier aussi, mais il avait une petite usine en Inde de 200 000 tonnes. Et lui, il a quitté l'Inde en disant, mais écoute, l'Inde, papa, tu t'en occupes, moi je vais réussir dans le monde, il n'avait rien. Et c'est comme ça qu'il a commencé son montage, il n'y a pas longtemps. On a commencé à travailler ensemble en 88, donc c'est pas longtemps. Et en 88, c'était une petite affaire. Il a acheté la première, la deuxième, la troisième. C'était un leader dans le sens où je vous raconte une anecdote dans une due diligence pour l'acquisition d'une entreprise aux États-Unis. Et là, on a fait la due diligence en 9 jours. La proposition a été faite. Et nous, on était arrivés à une conclusion pour un montant ne pas dépasser 90 millions de dollars. Et lui, il rentre dans la négociation, il sort en disant félicitations, je l'ai acheté. Alors on lui a dit, bon, parce que c'était tête à tête avec les propriétaires, mais il lui demandait, mais c'est à quel prix il a acheté? C'était à 120. Tout le monde a sursauté, tous ceux qui ont travaillé là-dessus. Écoute, c'est pas possible, je acheté à 120. Nous, on a dit qu'il ne faut pas dépasser 90.
vous devez faire votre travail, je l'ai acheté à 120, vous devez le rentabiliser sur la rentabilité que vous avez fait dans votre business plan. Et ça a marché. Tout le monde était sceptique, mais ça a marché. Et ça, c'est ça ce que. Là, il y a un style de leadership où on donne, on responsabilise les autres, on leur fait confiance et on prend les compétences. Ça, c'est la deuxième expérience. La troisième, c'est avec quelqu'un qui est aujourd'hui Carlos Ghosn. Alors, Carlos Ghosn, qui a un autre style enfin, de leadership, c'est quelqu'un qui, beaucoup plus, qui a travaillé au niveau de chez Michelin, mais il voulait toujours être numéro 1. Et ça, c'est l'ambition. Ça, c'est l'ambition et la passion de vouloir être numéro 1. Et bon, quand il est arrivé à être numéro 2, on lui a expliqué que là, il ne pouvait pas être numéro 1 parce que le numéro 1, ça doit être un Michelin. C'était dans le temps, c'était ça. Il a quitté Michelin, il est allé travailler chez Renault. Et là, au bout, il a réussi, il a commencé par réussir, par prendre un leadership dans un environnement tout à fait différent, l'environnement japonais, qu'il ne connaissait pas. Et il est devenu un héros au Japon, il a sauvé l'entreprise, il a transformé l'entreprise, et il est allé vers la culture. Et ça, c'est un élément important, c'est d'aller vers la culture de l'entreprise. Et la culture, ça change, et surtout quand on parle de leadership, parce que vous travaillez dans une entreprise, vous faites l'acquisition d'une entreprise, vous achetez de l'entreprise, vous vendez de l'entreprise, vous avez une culture de l'entreprise. Et puis là, vous le remarquez, j'imagine tous, avec les entreprises avec lesquelles vous travaillez, ou des entreprises, enfin, vous êtes client ou fournisseur. Et là, il a la réussite exceptionnelle, et là, le côté de continuer, d'aller vers le groupe, le troisième au niveau mondial. Et là, on reçoit des coups du marché, de savoir, il y a deux choses, savoir faire des erreurs, apprendre de ses erreurs, et là, je vois que dans les trois cas ensemble, et là, d'avoir l'équipe la plus solide, il y a la question de la confiance et de la transparence. Alors maintenant, je veux revenir un petit peu, sur le Maroc. Le Maroc, en deux cas que je partage avec vous, le deuxième, mais très rapidement, c'est d'arriver avec, d'essayer de réfléchir une entreprise qui appartenait au privé. Le privé a perdu son phénomène. Et puis là, il n'y avait pas de possibilité de restructurer l'entreprise. Et là, on se dit, ben, écoute, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et l'État a une idée géniale. L'État, j'en dis, écoutez, on va reprendre l'entreprise, on va la restructurer. C'est un cas unique dans le monde, au niveau de l'énergie, de la gestion du changement. Je la reprends, je la restructure et je la rends au privé. Bon, c'est un cas assez unique. J'ai cru. Il y a des politiques qui ont des voix, qui ont des orientations, et puis des leaders, managers, etc., qui ont d'autres façons de travailler. Donc il y avait un but. L'entreprise a été reprise par l'État, a redressé la situation, revue dans l'ensemble au niveau de ces programmes et de ces. Là, je vais être très bref par le manque de temps. Et puis, après, bon, une fois que ça a été restructuré, l'État n'était plus intéressé pour céder au privé. On trouvait que c'était viable comme ça, que c'était intéressant. Mais le point n'est pas ça, parce que l'actionnaire principal, il a toujours le dernier mot. Ça m'appartient. Avant, je pensais le vendre, et puis maintenant, j'ai changé d'avis. Et là, c'est comme ça. Il a changé d'avis, bon, les choses continuent. Alors maintenant, pour revenir très, très rapidement au niveau d'un cas comme le cas de l'automobile au Maroc. En 2000, il y avait une usine au Maroc qui s'appelle toujours Sonaca, qui produisait à peu près 15 à 20 000 voitures par an. Il y avait Fiat qui était le principal, partenaire au niveau de l'automobile, et Fiat qui n'était plus intéressé par le Maroc, qui voulait s'arrêter de produire au Maroc. Alors quelle alternative? L'État, vous savez, l'alternative c'est de fermer, de transformer
Somaca en une usine de pièces détachées ou d'autres choses. Mais ils sont arrivés à la conclusion que ce n'était pas faisable. Il y avait le côté, des trois actionnaires principaux, Fiat, Peugeot et Renault, qui n'étaient pas intéressés dans le cadre de la privatisation. Donc il n'y avait pas de porte, et l'idée c'était de dire, bon, le mandat c'était, qu'est-ce qu'on fait si on transforme, parce qu'il y avait quand même 1 millier d'employés, le marché marocain c'est un petit marché de 40 000, qu'est-ce qu'on fait? Alors bon, qu'est-ce qu'on fait, comment on transforme? Et là c'était la question, comment approcher, et ça c'est approcher le problème. Et puis là, le leadership, il y a un niveau de risque. Il y a un niveau de risque, et puis de sortir, bon, vous avez tous appris de sortir out of the box. Donc, de ne pas, il y a le box qui est toujours là. De toute façon, la modélisation de notre cerveau, de notre environnement, elle est toujours là. Mais moi, je parle du principe, c'est intéressant, il faut le voir. Mais d'un autre côté, il faut sortir là-dedans pour trouver les solutions. Parce que la solution n'est jamais, la bonne solution n'est jamais à l'intérieur. Il n'est jamais à l'intérieur. Je peux vous dire, la bonne solution. La solution, elle peut se trouver à l'intérieur, mais ce n'est pas la bonne. Et quand il y a une bonne solution, on croit que c'est une bonne solution à l'intérieur, il faut chercher à l'extérieur, parce que là, cherchez une deuxième solution. Rien que par curiosité intellectuelle, et vous allez pouvoir trouver quelque chose de plus intéressant. C'est ce qu'on a essayé de faire. On s'est dit, ben écoute, c'est ça. On a dit, ben, écoute, on va revoir les trois constructeurs. On va revoir l'ensemble. On a revu le plan marketing, on a revu le plan de développement, mais personne, les gens nous regardaient et disaient, écoutez, c'est impossible de produire au Maroc à un coût intéressant. Vous avez une surcapacité en Europe, donc il n'y a aucune possibilité, vous n'avez aucune chance. Vous avez 0 chance. Ça, c'est les autres. Et puis là, on peut dire, mais pourquoi j'ai ressources? Et là, le problème et la méfiance qu'il faudrait avoir, je pense, ce sont des experts. Quand un expert dit c'est pas possible, bon, c'est un avis. Considérez-le comme un avis, mais ne considérez-le pas comme décision. Parce que c'est pas possible d'après sa façon de voir, d'après son approche du problème, d'après sa connaissance, d'après un certain nombre d'éléments qui sont différents des vôtres. Et là, c'est d'aller de l'autre côté. C'est pour ça que aller vers la deuxième ou troisième solution, dans n'importe quel problème délicat, ça fait partie du leadership avec le risque de créer des problèmes, le risque de conflit, le risque, il y a plusieurs risques, mais il faut les prendre. Il faut les prendre de ce côté-là. Et là, on s'était dit, bon, on n'a pas trouvé la solution en Europe avec les trois constructeurs. Bon, qu'est-ce qui nous empêche de regarder, premièrement, parce qu'on regardait le marché, on parlait du marché marocain de 35-40 000 voitures, c'était pas quelque chose d'intéressant qui intéressait, excitant pour intéresser un constructeur international, surtout quand il y a des surcapacités en Europe. Donc on a dit, bon, on va voir les États-Unis, on va regarder le Mexique, ce qu'ils font. J'avais des rapports avec nos amis mexicains de l'accord NAFTA, le North American Free Trade Agreement, que j'ai essayé de voir au niveau de la stratégie. Et pour eux, la stratégie, c'est de voir quand on ne présente pas le marché comme le marché mexicain, mais ils présentaient le marché nord-américain. Ils disaient, bon, voilà, voici notre marché c'est le Mexique, les États-Unis et puis le Canada. Alors que nous, on avait la possibilité aussi de dire, étant donné qu'on avait l'accord en 2001, là il était déjà en application, l'accord avec l'Union européenne, de dire, ben, notre marché, c'est l'Union européenne, c'est l'ensemble, c'est le Maroc qui est au sud de l'Europe, au niveau des coûts de production, etc. Bon, on a commencé à avoir un petit peu de l'écoute, mais ce n'était pas suffisant pour prendre des décisions et pour vraiment aller dans l'automobile pour dire, ben, on peut jouer un tour. Jusqu'au moment où on est allé en Asie, on a vu les Asiatiques, et là, il y avait un Asiatique potent, malaisien, avec lequel on a discuté, ils ont vu comment on travaille, ils nous ont demandé d'échanger sur les stratégies, et là, ils ont dit, écoutez, nous, ça nous intéresse dans la stratégie globale des deux pays, et là, ils ont venu faire une due diligence, fait la proposition, et là, ils ont dit, écoutez, voici le ministre des Finances, voilà, on achète la part de l'État. À ce moment-là, bon, il y a eu une création d'un mouvement, et ça, c'est la limite des négociations, que les trois actionnaires de Somaca
On dit, écoutez, non, on ne peut pas donner ça à Malaisien. On va donner ça à Malaisien. Alors là, écoutez, si vous ne voulez pas, faites une offre, parce que nous, non, on ne va pas fermer, on ne va pas transférer. Et c'est là où il y a eu, que ça a changé, les négociations, ça a changé de place, ça a changé, disons, le mouvement, et ça c'est le mouvement, ce mouvement stratégique de négociation a changé, et c'est là où il y a eu une offre, là où Renault a acheté, mais Renault, c'était pas, il n'y croyait pas parce qu'il disait, écoutez, c'est impossible d'arriver à faire des voitures à un coût intéressant. Et c'est là, il fallait encore un deuxième pas. On dit, écoute, on a fait un premier pas, c'est intéressant, mais si on fait un deuxième et un troisième, on ne réussira pas. Et là, il y avait une usine importante en Europe qui était neuve, mais qui faisait faillite, qui a fait faillite. Et on a envoyé une équipe, ils voulaient vendre et libérer l'usine au bout de 2 mois. On a envoyé une équipe, on a acheté une autre ligne, mais au kilo, au prix de la ferraille. Au prix de la ferraille, on l'a démonté, c'était la condition de la démonter, de la remonter en 30 jours. On a envoyé une équipe, ils ont démonté, ils ont remonté, donc on a fait la deuxième ligne, qui est devenue plus intéressante. Là, on a trouvé également des robots qui avaient à peu près 200 heures d'utilisation. Et puis, vous savez, les robots, ça coûte cher. Les robots, puis on les a achetés à 10% de leur valeur réelle. On les a installés. Ça a donné un plus au niveau de la qualité. Ça a permis de réduire le coût, parce que là, vous avez votre investissement, il est très faible. Au lieu d'investir, enfin, vous investissez à peu près 5 à 10% maximum de la valeur réelle d'un produit, et tout ça, ça a commencé à donner des plus, ce qui a des conséquences sur la baisse des coûts, du prix de revient, ce qui a permis de dégager de l'argent pour investir, ce qui a permis également de Fiat de sortir, et ce qui a permis aussi de Renault de dire, ah, il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. Peut-être que là, on peut ajouter un produit, et là où ça, le gain est arrivé. Il dit, écoute, on va essayer. On va essayer, qu'est-ce qu'on va. Là, on pousse pas. Vous essayez-nous, puis on va voir. Et puis, comme les gens, de l'autre côté, l'acquéreur, vous voyez que chaque fois, il y a une amélioration. Et il faut livrer l'amélioration. Livrer le changement. Et la gestion du changement, c'est. On ne peut pas parler de leadership si on ne parle pas de gestion du changement. Ça n'existe pas. Le leadership, c'est théoriquement, c'est formidable, c'est sympathique, c'est des histoires, mais c'est gérer le changement, c'est qu'il y a des changements. Nous sommes programmés pour être des conservateurs. Et puis là, on doit sortir de cette approche-là. Il faut sortir parce que c'est la seule façon disons, de regarder les options qui se présentent à nous et de voir au niveau des changements, de dire comment je peux plonger. Des fois, l'eau est très glacée. Des fois, ça fait mal. Des fois, on brelotte. Mais c'est comme ça. C'est la vie. Il y a une vie, il faut la vivre pleinement. Et puis faire des choses qu'on sent, qu'on voit, et d'avoir de la passion pour ces affaires. Alors, et après, bon, très rapidement, quand on regarde après, comment Renault est arrivé à Tanger. Il y a eu cette expérience de réussite, il y a ce dynamisme, et le dynamisme, la réussite, ce n'est pas une personne. Personne, c'est une. Moi, je dirais, mon rôle, c'était un coordinateur de leadership. Parce que là, il fallait que chaque élément au niveau d'équipe soit des leaders dans leur propre travail, dans leur propre façon de faire, dans leur propre façon de solliciter le problème. Parce que seul, vous pouvez être le meilleur leader dans le monde, avec la meilleure tête, les meilleures idées, c'est impossible de réussir. Ou bien vous réussissez à moitié. Alors, ça, c'est de voir, bon, premièrement, le groupe qui s'intéressait, et puis, deuxièmement, il y a le Maroc. Le Maroc qui a, en même temps, parce qu'on a travaillé aussi, le côté, là, j'étais président de la Fédération de l'automobile et l'association de l'automobile au Maroc, donc, j'étais impliqué dans le plan d'émergence du pays. Et le plan d'émergence du pays, c'est la question, un plan que certains d'entre vous connaissent, c'est un plan qui a été fait avec la boîte McKinsey sur la question de voir, de réfléchir sur un certain nombre de métiers. On a introduit l'automobile, et puis on a travaillé sur l'automobile, et il y a ça qui a permis d'aider, d'avoir une ligne à long terme, et puis de l'autre côté, il y a toute l'infrastructure qui a été créée par le pays avec Tanger-Med, Tanger-Frisol, donc il y a l'environnement, la préparer en même temps, il y a tout chacun a contribué d'une certaine manière, mais dans la même vision. Et ça, c'est important, cette vision, d'avoir cette vision, et la vision
qui est partagé entre vos équipes, il est partagé pas seulement au niveau de la vision, mais au niveau de la pratique, de la réalisation. Parce que vous avez entre la vision et le réel, vous avez le gap. Et le gap, vous ne pouvez pas le gérer sans le planifier, sans avoir des hommes et des femmes capables de le réussir, et sans être toujours avec votre équipe et vos équipes, quel que soit X. C'est un petit peu comme les militaires. Il y a une vision, il y a une façon de voir, et puis il y a des équipes, chacun à son poste. Seulement la différence entre disons, le civil et les militaires, à mon avis, c'est que le civil il peut réagir dans son cadre limité, à sa façon, mais tout en mobilisant les gens, et puis il peut changer beaucoup plus rapidement. Il a la flexibilité entre plusieurs options de choix et de l'application. Alors, et c'est comme ça que c'était quelque chose de théorique. D'ailleurs, je peux vous dire que les grandes boîtes de consulting nous ont dit, même impossiblement, automobile, vous n'avez pas d'infrastructure automobile, vous n'avez pas les équipementiers capables d'aller de l'avant, de vous faire une valeur ajoutée, et puis avec une intégration locale très forte, c'est impossible. Et puis, bon, quand on a fait avec Somaka, ils ont dit, mais écoute, ça c'est une chance stable. Bon. Quand ça a été décidé avec Tanger, on dit, écoutez, le deuxième, c'est quoi? C'est-à-dire, écoutez, là, c'est deux chances qu'on ne comprend pas. Et bien, c'est ça le conseil. Donc, c'est pour ça que je dis, les conseils, c'est bien. Les consultants les plus grands du monde, c'est bien. Il faut les avoir parce qu'ils nous aident, parce qu'ils ont une autre façon de voir, mais n'oublions pas que ce sont seulement les consultants. Ils ne sont pas responsables de l'exécution, ils ne sont pas responsables de la réalisation de notre stratégie, de notre vision, et ils ne sont pas responsables de régler ce problème du gap que nous avons. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Je pense qu'il reste 3 minutes. Do you have one? Yeah? Two. Ok. Bon, écoutez, là je prends. Bah, il faut négocier. Il y a quelqu'un qui m'a dit, c'est un ami, qui travaille beaucoup sur le leadership. Sur lui, c'est le challenge. C'est qu'il partait du principe, il disait qu'un leadership, il faut vous challenger. Si vous n'avez personne qui vous challenge, vous allez, parce que vous avez le syndrome de réussite. Vous réussissez la première fois, la deuxième fois, la troisième fois, vous commencez à prendre pour Dieu. Il y a du narcissisme qui est absolument incroyable. C'est humain. Alors là, il faut que quelqu'un qui vous challenge et attention, narcisse, voilà, il y a autre chose, etc. de toute façon. Et là, il m'a dit, parce que comme il est de confession juive, il m'a dit, écoute, le leadership pour moi, c'est dans l'histoire d'un certain nombre de personnalités juives dans le monde. Et là, c'est dans le mix de cet ensemble. Et pour lui, c'est que là, on commence par Moïse. Et Moïse, il a commencé à parler des lois. Le monde, la vie, ce sont des lois. Après, bon, c'est Jésus. Jésus, il a commencé par dire, le monde, c'est l'amour. Et puis après, moi, Karl Marx. Karl Marx a dit, le monde, c'est l'argent. Capital, c'est l'argent. Et puis, on a dit, bon, il y a Freud. Freud a dit, écoute, le monde, pour moi, lui, c'est le sexe. Et puis là, Einstein qui arrive et dit, écoutez, tout ça, c'est relatif. Alors, voilà ce que c'est.